Bonjour, avec vous Esma. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'ai regroupé pour vous la majorité des questions qu'on le pose pendant l'entretien d'embauche pour un profil de test logiciel. Vous allez voir qu'il y a de tous les types de niveaux, que ce soit débutant, intermédiaire, avancé, profil de test manager. Vous allez trouver la majorité des questions que vous pouvez avoir pendant le jour J de votre entretien. N'hésitez pas de liker la vidéo si vous aimez le contenu, de le partager avec les personnes qui s'intéressent au domaine de l'informatique et surtout au domaine du test logiciel. Comme ça, YouTube peut proposer la vidéo à d'autres personnes. Au niveau de cette formation, on va découper la formation à 3 parties. La première partie, c'est tout simplement les questions que vous allez avoir auprès de service RH. Le premier entretien, les questions qui se posent, un petit peu, ils sont répétitives à chaque entretien. Vous allez avoir les mêmes questions et du coup, on a essayé de mettre au niveau de la première partie que les questions RH. Par la suite, lorsqu'on a bien fait l'entretien, le premier contact avec les RH, par la suite, ils nous contactent pour un entretien, soit avec le test manager ou avec le chef de projet. Du coup, dans cette partie, elle est découpée à 2. Soit pour un entretien d'une personne qui est junior ou qui vient de faire une reconversion vers le domaine du test. Dans ce cas, on va poser toutes les questions qui sont de niveau débutant, intermédiaire. Et par la suite, la deuxième partie, ça concerne les personnes qui travaillent déjà au niveau du domaine du test. Ils veulent passer à un poste de plus de responsabilité. Des personnes qui effectuent que l'exécution de tests, ils passent aussi à la conception pour aussi des postes soit de copilotage ou même un poste de test manager pour effectuer toute la planification du test et la stratégie de test. Du coup, on va parcourir toutes ces questions tout au long de cette formation et par la suite, je vais mettre à jour la formation au fur et à mesure avec les actualités du marché d'emploi. Au niveau de cette partie, on va aborder les sujets, les questions qui se posent lors du premier entretien, lors du premier contact avec le service RH. Des questions de genre d'introduction, de faire une présentation, les qualités et défauts. On va voir tout ça ensemble en détail, sachant que je vais mettre à jour les parties à chaque fois qu'il y a des actualités au niveau du marché d'emploi. Là, la question qui se pose tout le temps dans les entretiens, c'est parlez-moi de vous et de votre expérience, parlez-nous de votre parcours, de votre expérience. Là, l'idéal, c'est d'avoir une idée déjà préparée, une synthèse par rapport à votre parcours scolaire et aussi parcours professionnel. Si vous avez déjà travaillé, quel que soit le domaine, essayez de tirer le maximum de votre expérience. Le but, c'est de ne pas réciter à nouveau votre CV, mais de maximiser vos chances. On dit toujours de maximiser les chances, gagner du point. Par exemple, vous voulez travailler au niveau du domaine du test, mais vous n'avez jamais effectué du test. En parallèle, vous avez effectué une formation au niveau du domaine de la création des applications web. Vous pouvez informer le recruteur que vous n'avez jamais travaillé dans le domaine du test, mais vous avez des connaissances au niveau du domaine, que ce soit de l'auto-formation. Par exemple, vous avez pris une formation sur Internet, vous avez vu de la formation sur les plateformes, que ce soit YouTube, ou même de l'auto-formation, vous avez acheté un document, un livre, et par la suite, vous avez suivi ce qui est mentionné, et par la suite, de la recherche, et vous avez eu de l'expérience sur le sujet. Par la suite, comme vous savez déjà de la création de site web, vous savez c'est quoi un site web, vous avez créé un site web et vous avez essayé de le tester. Du coup, vous avez effectué de l'auto-formation et vous avez pratiqué les outils de test dans votre site web. Du coup, vous pouvez mentionner ça lorsque vous parlez de votre expérience, de votre parcours, parce que c'est une expérience aussi et c'est là de la valeur ajoutée au niveau du domaine du test. N'informez pas le recruteur de début au fin que de votre CV parce que il a déjà votre CV, il sait lire et du coup vous n'avez pas une valeur ajoutée lorsque vous récitez votre CV. Tirez le maximum, mentionnez des expériences qui ont du lien avec le poste. Que ce soit par exemple, si mentionné, on a besoin des personnes qui savent rédiger parce que vous allez rédiger trop de documentation. Du coup, vous pouvez dire que vous avez déjà eu un blog ou vous pouvez vous avez beaucoup rédigé de la documentation.
vous avez aidé, par exemple, vous avez déjà eu un stage dont vous avez rédigé de la documentation, vous arrivez à faire de la remontée des anomalies, vous avez pu travailler dans un domaine où vous travaillez avec un outil de ticketing et du coup à chaque fois vous recevez des anomalies, vous créez des anomalies, du coup vous savez rédiger, vous pouvez transmettre l'information à une autre personne claire, bien détaillée pour pour l'aider à analyser la situation et avoir une correction. Du coup, lorsqu'on vous demande de parler de vous et de votre expérience, n'essayez pas de parcourir votre CV. Déjà, on a votre CV, mais essayez de mentionner des expériences qui ont un lien avec le poste. À chaque fois, il faut mentionner quelque chose qui va attirer le recruteur pour vous choisir et non pas une autre personne. Parce que vous devez savoir que le recruteur, il reçoit plein de CV dans la journée et du coup, parfois, le choix est difficile et parfois si déjà votre CV ne l'attire pas l'attention, il va même pas passer à l'étape de vous appeler et de fixer un rendez-vous pour un entretien. Déjà, vous avez franchi l'étape que le recruteur vous contacte pour choisir votre CV et pour passer un entretien avec vous. Du coup, il faut valoriser votre CV et votre parcours pour passer à l'étape suivante d'être recruté au niveau de cette société. Là, parmi les points qui sont très essentiels pendant la préparation des entretiens d'embauche, il faut bien connaître la société avec laquelle vous allez passer un entretien d'embauche. Là, supposons que vous avez postulé, on sait que la majorité, il envoie le CV à plusieurs sociétés et par la suite, le jour J de l'entretien, il se focalise juste sur le domaine ou sur tout ce qui est technique au niveau pour l'entretien. Et là, par la suite, quand on pose la question, qu'est-ce que vous savez par rapport à notre entreprise, les chiffres de notre entreprise, le domaine où on est les meilleurs sur le marché, ça se peut que la personne, il ne sait rien sur l'entreprise. Du coup, il faut connaître le jour où vous recevez une convocation pour passer un entretien, il faut prendre du temps pour chercher des éléments au niveau de la société. Il suffit juste de prendre au niveau de votre agenda des notes, de préciser des notes. Par exemple, quand est-ce qu'on a eu la création de la société? Combien, par exemple, quels sont les projets où ils sont performants? Quel est le domaine qui est le domaine majeur au niveau de la société? On prend par exemple une société, que ce soit par exemple le SNCF. On doit savoir qui sont par exemple les leaders au niveau du domaine de le transport public, par exemple. Ou par exemple pour PSA, comme quoi c'est parmi les sociétés qui sont les leaders dans l'automobile. Et là, il faut donner un petit peu il faut communiquer des chiffres. Par exemple, vous avez vendu 20 millions de chiffres d'affaires cette année. Vous avez gagné un tel nombre de projets au niveau de cette année. Vous allez me demander comment je vais pouvoir trouver ces informations. Actuellement, avec LinkedIn, vous pouvez trouver toutes ces informations. Il suffit juste de taper le nom de la société et par la suite, vous allez trouver les informations. Et même la majorité des sociétés, ils ont un site web. Du coup, que ce soit sur LinkedIn ou directement sur Google, vous tapez le nom de la société et par la suite, vous allez trouver les éléments nécessaires. Si c'est une multinationale, par exemple Capgemini ou Atos, vous allez trouver comme quoi ils sont situés sur plusieurs pays. Vous pouvez citer quelques pays. Ça, c'est juste, on donne de l'intérêt à cette société et on sait que vous savez de quoi il s'agit et c'est juste, vous avez déjà des informations concernant la société sur laquelle vous voulez travailler. Vous avez postulé à cette société, vous savez des éléments essentiels pour cette société et du coup, vous gagnez du point. Il y a pas mal de personnes, ils se focalisent que sur la partie technique, ils négligent cette partie, ils vont dire non mais c'est rien quand même, moi je postule à plusieurs sociétés, non c'est pas à chaque fois que je vais prendre du temps pour savoir de quoi il s'agit, mais il faut prendre ça au sérieux. Les sociétés font une vérification à les personnes qui savent des éléments essentiels sur les sociétés
par rapport à des personnes qui ne savent rien, qui n'ont même pas pris 5 minutes de recherche pour la société. Du coup, il faut valoriser la société avec laquelle vous allez passer l'entretien. Cherchez un petit peu, c'est juste histoire de 2 minutes. Tapez le nom de la société sur LinkedIn ou directement sur Google. Vous aurez des dates, des chiffres et quelques descriptions, détails descriptifs sur la société. Et par la suite, lorsque le recruteur vous demande, vous savez quoi sur notre société, et par la suite, vous pouvez valoriser la société en communiquant des chiffres, des réalisations, les projets qu'ils ont gagnés. Et du coup, vous avez gagné du point au niveau de la recherche. Vous savez déjà des éléments sur la société dans lesquels vous souhaitez travailler. Là, au niveau de cette question, on la pose à des personnes qui ont déjà travaillé, ils veulent changer d'une société à une autre. La question, c'est pourquoi vous voulez changer votre entreprise actuelle. Le but de cette question, c'est d'avoir comment vous allez répondre. Est-ce que vous allez parler du mal par rapport à votre ancien employeur? Il faut jamais parler de mauvaises expériences auprès ou de parler d'une société, de mauvaises choses, des mauvaises pratiques qui sont utilisées au niveau de cette société, parce que le recruteur actuel, il va poser la même question. Il va dire, le jour où il veut changer cette personne, la société, il va parler du mal par rapport à notre société. Du coup, c'est pour garder une belle image de votre personnalité, de marquer du professionnalisme. Même si vous avez passé par une mauvaise expérience dans une société, il ne faut jamais parler ça à votre recruteur actuel. Vous pouvez informer le recruteur actuel comme quoi le poste qui vous intéresse ou la société c'était l'un de vos rêves ou vous voulez toujours souhaiter intégrer cette société, ou par exemple au niveau de poste que vous occupez au niveau de la société, vous voyez pas de perspective, il n'y a pas d'évolution rapide au niveau vers un poste de plus de responsabilité, et c'est pour cela vous constatez que vous étiez stagné dans un poste pendant des années, et c'est là le temps pour changer et d'avoir d'autres opportunités. C'est pour cela actuellement vous voulez changer. Du coup, l'astuce, il faut noter qu'il faut jamais parler de mauvaises expériences, de mauvaises pratiques au niveau de la société avec laquelle vous travaillez. Là, c'est bon, on a reçu une invitation, comme quoi on a un entretien le jour J, par exemple la semaine prochaine, et par la suite, comme on a postulé à plusieurs postes, on se souvient même plus du poste. On sait que c'est un testeur, mais il demande quoi? Est-ce qu'il demande que de la rédaction des spécifications? Je dois faire de la revue? Est-ce que de l'exécution? Est-ce que c'est l'exécution et la conception? Est-ce que, par exemple, ils ont un langage bien précis que je dois connaître? Un outil bien précis que je dois le maîtriser et je dois donner de la valeur au niveau de cet outil. Du coup, lorsqu'on reçoit une invitation pour passer un entretien le jour J, on doit vérifier à quel poste on a postulé. Est-ce que, par exemple, un testeur junior, est-ce qu'un testeur qui a de l'expérience dans un outil, comme ça, pendant mon entretien, je dois valoriser l'outil. Il faut bien comprendre le poste, il faut bien savoir de quoi il s'agit, qu'est-ce que le recruteur cherche, afin que je réponde aux besoins du recruteur. Par exemple, s'il demande que la personne doit maîtriser Jira, la moindre des choses, je dois chercher c'est quoi Jira et comment on peut travailler avec Jira, comment on peut utiliser Jira. Ça, c'est un exemple. Par exemple, si j'ai vu au niveau de la description que au niveau du poste, il travaille avec du DevOps, je dois la moindre des choses chercher c'est quoi DevOps et comment je peux travailler avec DevOps. Tout ça, on peut le travailler, on doit connaître pas mal de points juste au niveau carrément de l'annonce qu'on a postulé, sur laquelle on a postulé. Il faut gagner du point, maximiser toutes vos chances, parce que parfois on fait de la différence lorsqu'on fait, par exemple, on fait une évaluation au profil, et par la suite ça se peut qu'on ait deux personnes, et par la suite lorsqu'on va commencer à juger les profils qu'on a passé à laquelle on a passé des entretiens, il y a des personnes qui gagnent du point rapidement parce qu'ils ont répondu à des questions dont l'autre personne n'a pas répondu. Du coup, parce que parfois on a besoin que cette personne nous montre l'intérêt au poste, l'intérêt à la société, l'intérêt à ce qu'il va faire, est-ce qu'il a fait.
Du coup, tous ces éléments, on va les avoir juste lorsqu'on pose des questions et avec la réponse, on va savoir est-ce qu'il a bien donné du temps pour passer cet entretien ou c'est juste il a postulé pas mal de fois et il sait même pas qu'est-ce qu'on fait. Est-ce on travaille dans un domaine bien spécifique, par exemple, que ce soit les systèmes embarqués, ou on fait que, par exemple, les sites de e-commerce. Est-ce que les sites e-commerce mettent bien précisément juste dans un domaine, par exemple le design, ou par exemple l'immobilier. On a un domaine sur lequel on est qualifié, on est les leaders du marché. Il faut tout comprendre, il faut donner ces éléments, il faut chercher ces éléments au niveau le lien sur lequel vous avez postulé et par la suite, il faut les reformuler dans vos phrases, dans votre échange avec le recruteur afin de montrer votre intérêt à ce domaine. Là, on va prendre un exemple pour savoir comment on peut savoir les informations nécessaires sur le poste. Là, je vais vous montrer. Là, maintenant, on est sur LinkedIn. Déjà, la recherche, il suffit juste de taper par exemple testeur junior et par la suite, vous allez trouver pas mal d'offres. Actuellement, on voit qu'il y a plusieurs sociétés qui cherchent des testeurs. C'est pour cela, il y a plus de demandes au niveau des testeurs qui font de tests de validation. Et là, on voit qu'il y a plusieurs demandes. Mais chaque société, elle a des demandes spécifiques. Là, on va voir par exemple ici, le premier offre, il demande comme quoi vos principales missions sont les suivantes. Définition de la stratégie de la recette en lien avec les chefs de projet, la rédaction des cahiers de recettes, la préparation des données, environnement de test, réalisation des tests fonctionnels et détection des bugs, rédaction des tickets de bugs, suivi de résolution du bug identifié et reporting régulier. Du coup, tout ça, je dois les connaître. Là, par exemple, au niveau du poste, je dois informer le recruteur comme quoi je suis capable. J'ai un atout, je peux rédiger. Du coup, je peux rédiger des cahiers de recettes. Je peux effectuer, moi, j'ai eu la préparation, déjà la possibilité de rédiger. J'ai pu rédiger, par exemple, des anomalies. Du coup, j'ai pu rédiger des tickets de bugs, suivi des anomalies. Tout ça, je dois informer le recruteur comme quoi je suis capable. Déjà, il a fait ça, il a mentionné ça au niveau des besoins. Je vais pas réciter par cœur ce qu'il a demandé, mais indirectement, je dois préciser que je suis capable de travailler dans ce domaine avec tous ces éléments. Là, même si ça, c'est pour un testeur, pour le freelancer, mais je pense que ça, c'est pour la société Capgemini, c'est eux qui demandent beaucoup le service now. Et là, ils demandent que par exemple, des outils que tout le monde peut les connaître. Word, Excel, PowerPoint et SharePoint, c'est comme Google Drive, c'est là où vous pouvez partager des documents avec l'ensemble du équipe. Du coup, il suffit juste de mettre un document, de le télécharger. Du coup, ça, déjà, il n'y a pas un besoin technique au niveau de ce poste. Et là, il suffit juste de valoriser comme quoi vous savez rédiger, vous pouvez remonter une anomalie. Et ça, il suffit juste de mentionner lorsque vous passez votre entretien. On va voir, déjà ça, on a vu testeur fonctionnel. On va voir un autre. Déjà, oui, c'est un petit peu la même chose. Il demande la réalisation. Oui. Je pense que même la société, la première, il postule et il fait le même offre que pour Capgemini. On va voir par exemple pour IBM. Qu'est-ce qu'il demande? Là, ici, vous êtes en charge de la conception du référentiel de test technique. Là, du coup, ici, il vous demande carrément, même si vous êtes un testeur junior, il demande comme quoi vous serez capable de faire la conception. Du coup, vous pouvez informer le recruteur que vous pouvez effectuer la conception du test. Et là, il vous demande, vous serez amené à réaliser les différents plans de test et être en charge de la pertinence des données de test et en garantissant la pertinence. Du coup, ici, il vous demande, c'est de l'extraction des jeux de données et là aussi de faire le plan de test. Du coup, ça, vous pouvez juste, on va préparer ça en détail, comment faire un plan de test, comment chercher les jeux de données, et comment on peut extraire déjà les jeux de données, et qu'est-ce que vous avez besoin afin de l'extraire. Par la suite,
préparer les environnements de test. Ça soit que vous aurez une procédure ou vous avez juste, lorsque vous recevez une livraison, il faut l'installer dans les environnements de test. Et là, vous appliquez et faites appliquer les normes, méthodes et outils en vigueur sur l'activité de test. Ça, s'ils ont par exemple des procédures à respecter, vous devez juste être capable d'intégrer une équipe et de faire par exemple parmi l'un des membres de l'équipe, et s'ils ont des normes, des méthodes à respecter, vous devez aussi les respecter. Du coup, vous pouvez mentionner par exemple pour ce poste comme quoi vous êtes capable de faire la conception du test, vous savez déjà c'est quoi un plan de test, vous pouvez chercher les jeux de données avec pertinence. Ça c'est sûrement, ils ont une base de données, ils demandent d'effectuer l'extraction des jeux de données. Là, on voit ici toujours, c'est le même recruteur, freelance, même si c'est plusieurs heures, mais on va voir ici, il demande, même si c'est un testeur junior, il précise que c'est avec 400 € par jour, ça c'est bien. Et là, on demande, ici, il demande compréhension du besoin, écriture des cahiers de test, déroulement des cas de test, gestion des incidents et la coordination avec les autres équipes. Du coup, ça aussi, ça englobe comme quoi vous serez capable de faire de la rédaction et de la remontée des anomalies. Et par la suite, ici, vous devez informer le recruteur que vous êtes capable de travailler en équipe. Parfois, on vous pose cette question, est-ce que vous êtes capable de travailler en équipe ou vous voulez travailler tout seul? Certes, il y a des personnes qui préfèrent de répondre comme quoi je préfère travailler toute seule, je suis une indépendante, je cherche l'information, mais sachez que actuellement, lorsqu'on travaille en mode agile, on travaille en DevOps, c'est le travail en équipe, on cherche de partager l'information, que toute personne soit au courant de quoi il s'agit au niveau de l'équipe afin d'avancer rapidement. Du coup, vous devez faire attention et de répondre comme quoi vous pouvez travailler en équipe, vous pouvez collaborer avec l'ensemble d'équipe ou vous pouvez partager de l'information avec l'ensemble de l'équipe. Du coup, c'était ça. Pour connaître le poste, il suffit juste d'avoir les postes sur lesquels vous avez postulé, de chercher au niveau de la description les éléments qui sont essentiels. S'il demande de l'exécution de tests, vous pouvez informer le recruteur que vous êtes capable de dérouler des cas de test. Si vous demande aussi de la conception ou de la stratégie ou de plan de test, vous pouvez informer le recruteur ou le client que vous pouvez faire et vous savez faire ça. Et si même ici note des outils, vous pouvez prendre du temps soit de chercher l'outil sur internet, comme ça vous pouvez le dire que vous savez, vous êtes capable, soit vous êtes capable de passer des tests sur cet outil, ou vous avez des notions sur l'outil, vous avez juste besoin d'un accompagnement. C'est mieux d'informer le recruteur, c'est mieux. Parfois, ils vont vous faire une formation, mais c'est juste qu'il doit savoir votre niveau. Est-ce qu'il s'attend directement de vous donner directement la campagne des tests et vous pouvez commencer, démarrer rapidement, ou vous avez besoin quand même d'une formation. Il n'y a pas de mal d'informer le recruteur que vous savez l'outil, mais vous avez besoin juste d'un accompagnement, de savoir comment la société l'utilise avec les normes et tout ça. Et par la suite, vous allez s'adapter avec l'équipe pour l'utilisation de l'outil, que ce soit au niveau de la stratégie de test ou la conception ou le plan de test ou l'exécution, où vous pouvez faire plusieurs choses à la fois. Ça se peut que vous allez faire de la conception, de la stratégie en même temps, ou vous pouvez faire de l'exécution et de temps à autre vous pouvez participer, que ce soit au niveau de la conception ou au niveau de la revue du test. Tout ça, on va voir en détail au fur et à mesure au niveau de notre formation. Là, lorsque le recruteur vous pose la question, est-ce que vous aimez travailler en équipe ou en individuel et pourquoi? Normalement, c'est pour savoir, est-ce que vous aimez travailler en équipe? Là, actuellement, la majorité des cas, vous allez travailler en équipe. Que ce soit en DevOps, en agilité, Scrum et tout ça, on parle toujours de la collaboration, le travail en équipe. Et du coup, c'est mieux de dire que vous aimez travailler en équipe. Même si vous aimez travailler en individuel, il faut informer le client. Comme quoi, ça se peut que pour vous, il n'y a pas de mal que ça soit en individuel ou en équipe. Mais vous pouvez travailler en équipe.
j'aime partager les idées avec mes équipes, j'aime collaborer, j'aime trouver des solutions pour mon équipe. Et du coup, c'est ça. Vous pouvez informer le recruteur que vous aimez travailler en équipe et que quoi vous n'avez pas de mal à intégrer une équipe et de travailler avec eux, que de faire des réunions, des collaborations, lorsqu'il y a quelqu'un qui a des problèmes, vous pouvez trouver des solutions et de rester professionnel avec votre équipe et vous arrivez à intégrer une équipe. C'est ça le but. Vous devez répondre toujours avec oui, parce que c'est ça le but. On doit savoir, on doit intégrer une personne à une équipe et cette personne doit être capable de travailler en équipe avec ces personnes afin de collaborer et avancer ensemble au niveau de notre projet. Au niveau de cette partie, on va aborder les questions qui nécessitent lorsque vous voulez passer un entretien, soit que vous venez de faire une reconversion vers le domaine du test logiciel, soit que c'est votre première expérience et on essaie de savoir si vous avez déjà la base, si vous avez déjà tous les normes, les définitions au niveau du domaine du test logiciel. Est-ce que vous savez déjà quelques logiciels, outils? On va avoir tout ça et comment on va répondre à ces questions. Sachant que vous pouvez quand même voir la partie avancée, comme quoi vous pouvez avoir une idée claire sur le parcours, l'avancement ou carrément l'évolution du poste d'un testeur vers un poste d'une personne qui fait le test de niveau senior et vers carrément une personne qui fait le test manager. Vous pouvez avoir une idée claire, mais si vous voulez passer un entretien pour un testeur junior, tout ce que vous allez avoir, tout ce que vous devez avoir au niveau de votre entretien sera concentré au niveau de cette partie. Sachant que je rajoute à chaque fois des mises à jour au niveau des parties pour que vous serez à jour avec l'actualité du marché. Les TNR, au cas où vous avez eu une question par rapport, c'est quoi les TNR? Les TNR, c'est les tests de non-régression. Il y a d'autres personnes qui disent tests de régression, mais la majorité, c'est les TNR, c'est les tests de non-régression. On le fait pourquoi? Si on a eu déjà une fonctionnalité, on doit tester une fonctionnalité au niveau d'un projet. On doit tester cette fonctionnalité s'il fonctionne correctement et on doit effectuer les TNR, les tests de non-régression, pour savoir est-ce que lorsqu'on a ajouté cette fonctionnalité, on n'a pas impacté l'ensemble de l'application. Ça se peut comme on a ajouté un bouton au niveau d'une interface, ça peut qu'il a impacté le fonctionnement d'autres fonctionnalités. Et c'est ça le but. Lorsqu'on effectue le test de non-régression, c'est pour vérifier si le comportement habituel de l'application est opérationnel, s'il n'y a pas des anomalies. Normalement, lorsqu'on a l'acheminement des choses, c'est lorsqu'on a une anomalie, on la remonte à l'équipe de développement. L'équipe de développement va corriger cette anomalie. On aura un livrable par la suite, après un mois ou après, ça dépend du processus de chaque société. Lorsqu'on va recevoir le livrable, ce livrable, ils ont corrigé des anomalies. Du coup, on va déjà tester ces anomalies. Ça, c'est les tests de confirmation pour confirmer qu'on n'a plus ces anomalies. Et par la suite, on va effectuer les TNR pour savoir est-ce que l'ajout de ces fonctionnalités ou la correction de ces fonctionnalités n'a pas impacté le fonctionnement, tout le processus de l'application. Par exemple, pour une application de l'achat en ligne, est-ce qu'on arrive à acheter, de vendre, de faire des remboursements, d'ajouter plusieurs produits au niveau du panier? On va faire tous les tests habituels que le client final va effectuer. C'est ça les TNR. On le fait à chaque version. À chaque version, on fait les TNR. Il faut noter ça. S'il vous demande quand est-ce qu'on fait les TNR, à chaque livrable, une fois qu'on reçoit une version ou un livrable release auprès de l'équipe développement, on l'installe, on effectue le test, on va effectuer impérativement les TNR avec. Là, la question qui se pose, c'est quoi les niveaux de test? Là, supposons que vous êtes dans un entretien d'embauche et par la suite, le recruteur, que ce soit un chef de projet ou un test manager, il vous pose la question, c'est quoi les niveaux de test? Ici, il veut juste avoir une idée. Est-ce que vous savez déjà les notions fondamentaux du domaine du test logiciel? Parce que même si vous maîtrisez, vous connaissez par cœur les processus de test et les niveaux de test et tout ça, ça se peut que vous êtes certifié STQB, mais ça se peut que vous n'avez jamais effectué des tests, vous n'avez jamais pratiqué ça dans des outils. Mais là, ici, il essaye de comprendre, est-ce que vous savez déjà les fondamentaux, tout ce qui est théorie au niveau du test logiciel. Là, en répondant à cette question, au niveau des niveaux de test, c'est les tests unitaires,
les tests ou les tests composants. Par la suite, les tests d'intégration. Troisième chose, c'est les tests système. Et la quatrième, c'est les tests d'acceptance. Ça se peut qu'il va vous poser une question si vous avez déjà eu de l'expérience dans le domaine. Vous avez déjà travaillé dans des tests, mais c'était dans quel niveau vous avez effectué quel type de test. Ça se peut si vous avez déjà effectué le développement et vous voulez passer, c'est bon, vous avez effectué le dev et vous voulez plus coder et vous voulez passer au test. Ça se peut que sûrement vous avez passé par les tests unitaires. Du coup, vous pouvez informer la personne qui est face à vous que vous maîtrisez, vous savez effectuer les tests unitaires. Même si ça concerne que les développeurs. Au cas où vous avez déjà travaillé dans le domaine, ça se peut que vous étiez déjà un intégrateur, du coup, vous avez déjà effectué les tests d'intégration. Par la suite, la plupart, lorsque on fait des tests fonctionnels, ça se peut qu'on a effectué, même si on est un testeur fonctionnel, on travaille dans des deux niveaux. On fait les tests d'intégration et on fait aussi les tests système. Et parfois, on fait aussi les tests d'acceptance. Ça se peut que vous avez effectué les trois à la fois, mais dans une seule mission, et vous pouvez expliquer comment. Par exemple, comme on a dit, les tests unitaires, tout ce qui concerne le code. Par exemple, le développeur a codé une partie, soit c'est lui qui va effectuer le test unitaire, soit qui va demander à un collègue qui effectue le test, et par la suite, son collègue, lorsqu'il va effectuer son code, c'est lui qui va le tester. Ça, il s'appelle le peer testing. Comme quoi, on travaille à deux, et moi je code, et l'autre personne teste, et c'est l'inverse. Mais ça, pour les tests unitaires, c'est censé faire que par des développeurs, d'accord? Si vous êtes un testeur fonctionnel ou que ce soit que vous allez faire de l'automatisation ou le test des performances, vous n'êtes pas censé de savoir ou de faire les tests unitaires. Par la suite, pour les tests d'intégration. Là, on a dit que les tests d'intégration, c'est l'étape après les tests unitaires. Du coup, c'est bon. Le développeur a effectué son bloc de code et par la suite, il a testé, tout est OK. Mais là, on va assembler plusieurs bouts de code parce qu'au niveau des projets, il n'y a pas un seul développeur qui travaille et on a des interfaces, tout ce qui est back-end, front-end, de la communication, par exemple, de l'application avec la base de données. Toutes ces communications, c'est les tests d'intégration. Du coup, on doit vérifier est-ce que l'intégrité, lorsqu'on intègre l'ensemble de cette fonctionnalité, est-ce que ça fonctionne ou par la suite, on a des anomalies. C'est pour cela, on passe toujours avec l'étape de l'intégration. Par la suite, tout est OK. C'est pour cela, j'ai dit, ça se peut qu'il y a des sociétés, au lieu de recruter, par exemple, s'ils n'ont pas assez de budget ou ça se peut qu'ils n'ont pas les livraisons tout le temps, ils font, par exemple, de mutualiser. C'est là où actuellement on trouve qu'il y a des testeurs qui font de la validation et la vérification. C'est pour cela. Avant, il y avait tout le temps, dans les grandes structures, jusqu'à maintenant, il y a une équipe d'intégration et une équipe qui font les tests de tests et validation. Mais ça se peut que vous serez capable, vous devez faire les deux à la fois. Si les développeurs envoient un snapshot, vous allez effectuer les tests. Dans ce cas, vous allez effectuer les tests d'intégration. Et lorsqu'ils vont effectuer l'envoi d'une livraison, tout ce qui est livrable complet, dans ce cas, vous allez effectuer les tests fonctionnels ou la partie des niveaux de test système. Là, on a parlé maintenant du test unitaire, les tests d'acceptation, des tests d'intégration. Là, le troisième niveau, c'est les tests système. C'est bon. Maintenant, on a vérifié l'intégrité des fonctionnalités et maintenant, on va recevoir la totalité de l'application. C'est bon. On a connecté l'ensemble. On va vérifier. Maintenant, on doit effectuer les tests fonctionnels que le client final doit effectuer le test. Par exemple, si on prend l'exemple de site de Amazon. On va effectuer l'ensemble du test qu'un client final doit effectuer. L'achat, le remboursement, l'achat de plusieurs produits, le paiement avec plusieurs moyens de paiement. Tester par exemple de vérifier, de laisser le panier pendant par exemple 5 minutes ou 10 minutes et de vérifier est-ce que la page va se réinitialiser, est-ce que quand même il va mentionner, il va sauvegarder en mémoire mes achats, mes sélections, ou si j'avais déjà un compte, même si je n'achète pas et j'ai déjà rajouté au panier sans valider l'achat, je dois trouver mes produits dans le panier. On doit effectuer tous les tests. Ça, c'est le test système ou les tests fonctionnels. C'est le troisième
le troisième niveau. Et par la suite, il y a le niveau des tests d'acceptance. Ça, c'est quoi? Normalement, dans le jargon du test, on dit pas tout le temps les tests d'acceptance, mais on dit la recette. C'est ça lorsqu'on va effectuer les tests fonctionnels qu'on a déjà effectués en salle de test avec le client. C'est la participation du client, que ce soit actuellement, ça se peut qu'on le fait à distance, le client participe mais à distance, mais lorsqu'il y avait plus de déplacements et tout. Mais normalement, dans le contexte en général, c'est une phase de recette. Soit le client délègue cette fonctionnalité à un AMOA externe à la société, ou carrément à une autre personne. Du coup, cette personne, c'est elle qui va participer avec vous pendant la recette pour évaluer le produit final avant de la mise en production. Et ça se peut que carrément, vous allez se déplacer ou chez le client, s'il est dans une autre ville, une autre pays. Et du coup, dans ce cas, vous allez dérouler les tests avec lui avant qu'il valide le passage de ce produit au niveau en production. Ça se peut, le domaine c'est différent et d'un domaine à un autre, ça se peut que vous pouvez faire ça à distance et il peut vérifier avec vous. Si par exemple un site web, il n'a pas besoin de se déplacer chez vous ou même pas besoin que vous effectuez des déplacements pour effectuer la recette, vous pouvez juste partager l'écran et montrer au client qu'est-ce que vous avez effectué, les fonctionnalités. Je parle de vous, mais ça se peut que vous et une autre personne, parce que lorsqu'on fait la recette, c'est un testeur qui a de l'expérience et aussi le chef de projet qui va participer ou le business analyst ou la MOA pour valider la recette et aussi pour vérifier le PV de la recette avant la signature. Et là, par la suite, on a, comme on a dit, la phase de recette. On a dit qu'il y a des projets que vous pouvez l'effectuer à distance. Mais il y a des projets, surtout lorsqu'on travaille dans les systèmes embarqués, où on doit montrer au client tout ce qu'on doit. On doit installer le produit dans une machine. On doit effectuer les tests et le client, avant de lancer ça en production, il doit voir ça dans une machine. Du coup, la simple des choses, soit qu'il a déjà une salle machine au niveau de sa société. Du coup, on va se déplacer, on va installer le produit au niveau de la société. C'est ça la recette. Et par la suite, on va le tester. Ça se peut que c'est vous qui va effectuer l'installation. Ça se peut quand même, vous s'occupez pas de la partie d'installation. C'est l'équipe déploiement qui va effectuer tout ce qui est matériel. Et pour vous allez effectuer que les tests fonctionnels, tout ce qui est logiciel. Et par la suite, lorsque vous allez effectuer les tests d'acceptance, le client, ça se peut qu'il va accepter le passage de ce produit en production. Du coup, il valide le passage en production, soit qu'il va le valider, mais avec des réserves. Le terme réserve, c'est comme quoi le client a constaté des choses, mais ils ne sont pas bloqués pour le passage en production. Du coup, on va mentionner ça. Ils seront notés au niveau du PV de la recette, on parle maintenant de niveau d'acceptance. Il va noter les réserves et par la suite, on a un délai. Par exemple, ça se peut qu'on va négocier 3 mois ou 6 mois ou pendant la prochaine recette, on va présenter ça. Et par la suite, il y a la troisième chose, c'est que le client n'est pas satisfait. On a présenté un produit, il ne veut pas et du coup au niveau de PV, il va noter ça comme quoi il n'est pas d'accord, il va pas signer le passage en production. Ça, il y a deux cas. Ça se peut qu'il y ait des pénalités, du coup, c'est la société qui va payer les pénalités à partir d'une date parce on va retarder la mise en production. Ça se peut qu'il n'y a pas des pénalités, mais dans ce cas, il faut négocier une mise à livraison, une nouvelle version qu'on va livrer, qu'on doit le tester. On doit prouver au client qu'il n'y a pas de bloquant pour qu'on puisse envoyer le produit final en production. Du coup, c'est ça les niveaux. Il faut prendre en considération. Il y a le niveau de test unitaire, il y a les tests d'intégration, il y a les tests fonctionnels, il y a les tests d'acceptance. Et ça se peut que vous allez déjà travailler dans 3 ou 2 ou juste 1. D'accord? Il n'y a pas de mal, mais c'est juste vous devez être capable de comprendre, d'expliquer aux recruteurs de quoi il s'agit, comme quoi vous savez l'acheminement des choses, vous savez qui fait quoi, comme quoi les tests unitaires ils sont faits
par les développeurs. Et à partir du test d'intégration, on peut effectuer nos tests, même jusqu'au test avec le client final pendant la recette, ou même après la mise en production. On peut effectuer des tests, que ce soit des tests pour confirmer si on constatait déjà au niveau de la mise en production il y a des anomalies, ou juste pour anticiper. Ça se peut qu'on serait même dans la mise en production, qu'on soit au terrain avec le client pour effectuer des tests, pour vérifier le comportement du client, pour noter des constats, et c'est pour améliorer le produit. Et s'il y a des remarques du client, on peut le prendre en considération pour les mettre à jour dans nos prochains livrables. Là, pour cette question, vous travaillez en sprint. Comment vous faites? C'est tout simplement, ça se peut qu'il va vous poser cette question comme ça, ou ça se peut qu'il va vous demander est-ce que vous avez déjà travaillé en agilité, est-ce que vous connaissez Scrum, est-ce que vous avez déjà travaillé en Scrum, et c'est le but, c'est pour comprendre si vous savez de quoi il s'agit au niveau du domaine de l'agilité. Si on vous pose la question, vous avez déjà travaillé vous travaillez en sprint, vous pouvez dire oui. Si vous travaillez au niveau avec tout ce qui est Scrum de l'agilité, vous allez dire oui. Et lorsqu'on va vous poser la question comment vous faites, il suffit juste d'expliquer au recruteur ou la personne technique qui est face à vous, comme quoi vous avez du projet ou vous avez des sprints de 2 semaines ou de 4 semaines. Et par la suite, vous pouvez mentionner que vous avez des user stories qui sont déjà fixés, des épiques et des user stories qui sont fixés pour chaque sprint. Et chaque fin sprint, soit qu'on a déjà effectué le test la configuration de tous des user stories. Et sinon, si on n'a pas eu la bande passante pour X raisons, ça se peut qu'il y a des personnes qui sont absentes, il y a des problèmes de configuration, du coup un retard de livraison, on n'a pas pu tester tout ce qui est censé effectuer pendant ce sprint pour 2 ou 4 semaines. Normalement, on le bascule au sprint suivant. Ça se peut que vous aurez plusieurs méthodes de travail si vous travaillez en agilité. Vous pouvez juste expliquer au client votre rituel, comment vous travaillez. Lorsque vous êtes dans un projet en agile, vous avez un sprint. Est-ce que c'est déjà à l'avance, vous savez les tickets qui sont assignés pour vous, ou vous savez à la base, au début du sprint, les cas que vous allez tester, ou vous avez déjà les cas que vous allez concevoir lorsque vous allez effectuer la conception et l'exécution du test. Ça se peut que vous allez effectuer la conception des cas de test et par la suite, vous allez exécuter une autre campagne de test. Tout ça, vous pouvez juste expliquer aux clients pour qu'ils savent comme quoi vous savez comment travailler en agilité. Déjà, par exemple, pour avoir une réponse type, par exemple, une personne qui a déjà travaillé en agilité, lorsqu'il va vous poser la question, vous travaillez en sprint, oui, ça se peut que vous allez dire oui, je travaille en sprint, ou j'ai déjà eu la possibilité de travailler en sprint, même si en stage, et vous pouvez m'expliquer que effectivement on travaille en agilité. Chaque jour, on a une réunion de 15 minutes pour expliquer qu'est-ce qu'on a fait la journée d'hier et qu'est-ce qu'on est censé travailler aujourd'hui. Et s'il y a une personne qui a eu un problème, on doit l'informer à l'ensemble de l'équipe. Comme ça, si une personne a une solution, il peut le proposer. Mais pour tout ce qui est solution, par exemple, supposons que vous avez eu un problème lié et vous avez des doutes, est-ce qu'il y a une anomalie ou c'est un problème de paramétrage et vous voulez pas créer l'anomalie le temps que vous serez sûr, vous n'allez pas corriger tout ça pendant la réunion. C'est juste la personne qui va vous dire, tiens, moi j'ai l'information, mais par la suite, après le point de 15 minutes, vous allez effectuer soit une réunion, soit si vous êtes juste selon le planning, si vous avez déjà des réunions planifiées, dans ce cas, vous allez mentionner comme quoi vous êtes dispo juste de telle et telle heure, vous allez arranger entre vous. Mais normalement, on ne va pas régler le problème. Si un collègue a un problème, on n'est pas censé le régler pendant la réunion, le morning, parce que c'est censé faire juste dans 15 minutes, même si on essaye de tout et on déborde parce qu'il y a des personnes qui essayent d'expliquer tout ce qu'ils ont fait. Ils n'arrivent pas de synthétiser la journée avec des points. Normalement, vous devez être capable juste d'informer rapidement votre responsable, le test manager ou même l'ensemble de l'équipe. Si le test manager n'est pas disponible pour
pour le point d'équipe, juste d'informer vos collègues qu'est-ce que vous avez effectué et qu'est-ce que vous êtes censé effectuer pour aujourd'hui. Ça, on le sait, c'est parce que parfois, on va même modifier, et ça se peut qu'on a eu des changements de priorité au niveau des user stories. Du coup, on va changer les actions. Ça se peut que vous allez me dire, je dois faire ça, je vais tester cette user story, je vais effectuer la conception de cette campagne de test, et par la suite, ça se peut que j'ai quelque chose de plus urgent, et du coup, je vais vous demander de changer, on va décaler tout ça pour demain, et aujourd'hui, vous devez faire ça ou ça ou ça. Du coup, c'est ça, le test manager, il doit savoir que les personnes, qu'est-ce qu'ils vont faire, où ils sont bloqués, et savoir déjà les compétences de chacun, et qui peut débloquer qui lorsqu'il y a un problème. Et là, par la suite, lorsque vous savez déjà pendant le sprint sur quoi vous allez travailler, vous aurez soit une campagne de test que vous allez dérouler pendant 15 jours, ou en parallèle, vous travaillez, ça se peut que vous êtes déjà un testeur qui a de l'expérience. Du coup, ça se peut que vous faites la montée en compétence d'une personne pendant le sprint. Ça se peut qu'en parallèle, vous faites la conception ou vous participez, par exemple, à des réunions de tout ce qui est planification, de la stratégie pour aider le test manager. Du coup, pendant le sprint, il suffit juste d'informer le responsable comme quoi vous avez déjà des réunions chaque jour, vous savez de quoi il s'agit, sur quoi vous allez travailler. Et les épiques, les user stories, c'est mieux d'informer le recruteur par ces termes, parce qu'on sait que vous savez de quoi il s'agit. Une user story, c'est quoi une épique et c'est quoi un sprint. Et par la suite, vous faites la réunion du backlog pour savoir est-ce que déjà ce que vous êtes censé d'effectuer, lorsque je dis vous, c'est l'ensemble de l'équipe. Par exemple, si vous êtes censé d'effectuer pour la réunion du backlog quelques tickets, est-ce que vous avez déjà pu les tester? Et c'est quoi le retour sur ces tests? Ça se peut que vous allez mentionner le bilan. Tout ça, vous pouvez informer le recruteur que vous le faites dans le cadre de chaque sprint. Et lorsqu'on dit un sprint, du coup, c'est le même travail qui va se répéter, soit chaque 15 jours ou chaque 4 semaines. C'est juste pas avec d'autres projets. Ça se peut qu'aujourd'hui, on travaille sur une évolution, une version 1.2. Le sprint prochain, ça va être la version 1.3, 1.4, ainsi de suite. Et à chaque fois, on a des évolutions. C'est-à-dire, on a une version et on a des user stories, on a des demandes clients où il a ajouté des fonctionnalités. Et cette fonctionnalité, comme on sait quand est-ce qu'on va les développer, on sait quand est-ce qu'on peut les tester. Et du coup, on sait à l'avance au niveau de notre backlog qu'est-ce qu'on peut tester et quand et qui peut tester. Du coup, c'est ça. Si vous travaillez avec Jira, ça se peut que c'est le test manager qui va effectuer la tâche d'assigner les tickets à la bonne personne, en se basant sur les compétences de chacun. Si par exemple un ticket qui est trop technique et je sais que j'ai des personnes qui sont juniors et ils ne savent pas tout ce qui est technique, ils vont prendre du temps pour la tester, ça se peut que je vais l'affecter directement à une personne qui sait tout ce qui est technique. Ou ça se peut que je vais l'assigner à cette personne et je vais lui demander qu'il fait la montée en compétence d'une autre personne en parallèle. Comme quoi, il va effectuer le test de ce ticket avec la présence de l'autre personne qui est junior pour la montée en compétence et pour qu'il sera capable. Mais tout ça, normalement, c'est le responsable. Au cas où vous voulez passer un entretien pour un responsable, c'est à vous de voir selon les capacités de chacun et aussi selon le planning. Est-ce que le planning, déjà, il se permet, on a la possibilité de demander à une personne d'effectuer le test et de monter en compétence une autre personne. Parce que si on fait le test, on peut le faire rapidement. Et si on a déjà des habitudes, on peut le faire rapidement. Mais si je dois effectuer aussi la montée en compétence d'une personne, je dois donner plus de détails. Je dois l'expliquer. Et ça se peut qu'il va me demander de recommencer parce qu'il capte pas rapidement. Ça se peut qu'il prenne du note. Du coup, je dois l'attendre. Tout ça, il faut prendre en considération. Mais c'est ça, c'est là le test manager qui doit vérifier si avec le planning qu'ils ont fixé, est-ce qu'ils ont vraiment du charge pour la montée en compétence des personnes. Sinon, on va faire avec, on va assigner les tickets à des personnes et on va mentionner si vous avez des déblocages demain pendant le morning, pendant le daily meeting. Il suffit juste d'informer le membre d'équipe et si on a la possibilité de vous débloquer, on va vous débloquer. Si on a un document
qui peut vous donner des indices. On va vous donner le document, mais vous devez faire avec afin d'exécuter ces cas de thèse ou afin de concevoir les cas de thèse. C'est selon les choses. Si on est en train d'effectuer l'exécution, la personne doit comprendre comment il peut effectuer. Surtout si déjà c'est une personne que pour elle, le domaine du test c'est nouveau. Si déjà on travaille avec des logiciels et que la personne n'a jamais travaillé avec ces outils, certes, ça va pas être la même chose pour une personne qui maîtrise ça et qui a l'habitude de travailler. C'est ça. Au niveau de test manager, je dois faire attention au niveau du rendement de chacun. Je dois pas attendre qu'une personne qui est junior va me donner le même rendement qu'une personne qui a l'habitude ou qui travaille dans la boîte pendant des années. Il a pris l'habitude de travailler avec ces outils. Du coup, pour elle, il peut faire un test dans 5 minutes. Dans l'autre personne, il peut le faire dans une demi-journée. C'est normal parce que l'autre personne, il vient de commencer à travailler avec ça. Et comme j'ai déjà accepté de travailler avec des personnes juniors, du coup, je dois mentionner je dois faire attention pendant mon planning pour la montée en compétence. Du coup, tout ça, vous devez informer le recruteur pendant votre sprint. Vous faites quoi? Est-ce que le test, la conception, les réunions, vous faites quoi pendant vos réunions? Les réunions de la matinée, vous faites quoi? Est-ce que déjà vous commencez à dispatcher les tâches ou déjà vous avez ça pendant la réunion au démarrage du sprint? Vous assignez déjà les tâches et lorsque par exemple il y a une personne qui peut avoir une rupture de charge, ça se peut que cette personne est très rapide et fait les choses rapidement, ça se peut qu'il aura une rupture de charge. Dans ce cas, il informe le test manager pour qu'on lui donne d'autres choses à faire. Ça se peut qu'il y a une personne qui est très lente ou il a trouvé des difficultés pour dérouler toutes les tâches qu'il a. Ça se peut qu'il va nous donner une alerte comme quoi attention, je peux pas terminer tout ce que vous m'avez donné pour X raison. Il doit informer. Du coup, c'est ça le but des délimiter, c'est pour savoir où on est. Là, la question qui se pose, surtout si on travaille avec de l'intégration continue et le déploiement continu, on va vous poser la question si vous avez déjà travaillé dans un environnement de CI/CD, c'est-à-dire si vous avez déjà utilisé tout ce qui est les normes de tout ce qui est DevOps. Là, vous avez le choix entre oui et non. Si vous n'avez jamais travaillé, vous pouvez dire non. Si vous avez déjà travaillé, vous pouvez dire oui. Mais dans les deux cas, vous devez expliquer au recruteur que vous savez de quoi il s'agit. C'est quoi le DevOps? C'est pourquoi on l'utilise? Parce que actuellement, il y a de la rapidité au niveau des livraisons. Vous pouvez dire non, je n'ai jamais travaillé dans un environnement qui travaille avec le DevOps, mais j'ai déjà effectué une formation ou auto-learning, juste de la formation sur Internet par rapport à tout ce qui est DevOps, et je sais de quoi il s'agit. Actuellement, ils l'ont fait parce que avant, il y avait tout ce qu'on dit, l'envoi de livraison en production, on le fait une fois chaque 6 mois. Et du coup, il y avait de l'évolution un petit peu lente. Actuellement, par exemple, pour Netflix, pour tout ce qui est Instagram et tout ça, ça se peut qu'ils vont envoyer plusieurs versions dans la journée. Du coup, c'est ça où vous devez faire la différence entre l'ancienne école où on envoie juste au grand maximum 1 à 2 versions dans l'année et actuellement avec le DevOps, on a à chaque fois l'intégration continue et le déploiement en continu. Du coup, on peut livrer autant de livraisons. Pourquoi on le fait? Pourquoi déjà on fait le DevOps? Tout simplement parce que les projets actuels ne se permettent pas qu'on doit rester 1 année, 2 ans pour envoyer une livraison. Parce que là, actuellement, on voit les sites internet, ils sont concurrentiels par rapport à ce qui est en fonction au niveau du marché. À chaque fois, il y a de la nouveauté. À chaque fois, juste si on compare juste au niveau des réseaux sociaux, avant, il y avait que Facebook qui était le leader, mais actuellement, il y a plusieurs. Par exemple, il y a maintenant le TikTok, Instagram, et à chaque fois, il y a de la nouveauté. Par exemple, YouTube a instauré tout ce qui est story, tout ce qui est statut et tout ça. Là, on le voit tous les autres, ils doivent faire la même chose. On doit avoir la possibilité de partager des photos instantanées
qui sont valables que pour 24 heures, aussi des vidéos, des posts, des stories qui sont valables juste pour une durée, et aussi que pour là, on peut pas par exemple se permettre de faire une vidéo de 30 minutes, on peut faire juste une petite durée. Du coup, on s'aligne par rapport à ce qui est sur le marché. Je dois savoir, je dois me comparer par rapport à mes concurrents sur le marché, et je dois toujours innover et faire des évolutions pour que je serai le premier sur le marché. C'est ça le but, et c'est pour cela actuellement les grandes sociétés, toutes les boîtes qui ont de la rénovation, ils utilisent l'agilité, DevOps, et aussi parfois on fait la mutualisation entre les deux. Ça se peut que vous allez utiliser l'agilité avec le DevOps, comme ça c'est pour livrer des livrables plusieurs fois dans l'année. C'est ça. Si vous pouvez informer le recruteur, c'est comme quoi vous savez de quoi il s'agit, pourquoi l'intérêt qu'on utilise le CI/CD, et que ce soit que vous avez déjà travaillé ou pas, ça change pas. Il suffit juste que je sens que vous avez compris. Ça va pas être difficile pour nous de vous intégrer dans une équipe qui travaille en DevOps. On sait que vous avez compris le principe, qu'on va intégrer, on aura l'intégration en continu et le déploiement en continu. Et lorsqu'on dit le déploiement en continu, il y a avant une étape qui s'appelle du test. Du coup, on aura tout le temps du test. On va tester à chaque itération. On a une version, on va effectuer le test, on va envoyer la version en production. On a d'autres fonctionnalités, on ajoute les autres fonctionnalités, on va effectuer les tests et ainsi de suite. Du coup, on enchaîne. On n'a pas une recette juste la fin d'année, on va préparer pour la recette de cette fin d'année et par la suite, on aura une autre recette d'ici un an. Non, ça se fait pas comme ça. On a tout le temps du chose à faire, du code à faire, du test à faire et par la suite des livraisons en production. C'est comme à chaque fois, on fait évoluer le produit final qui est chez le client. On envoie tout le temps des livraisons en production. Et avant la livraison en production, il y a tout l'acheminement quotidien, le rituel habituel, le code, le test, et la validation avant la production ou pas, sous des réserves ou pas, des modifications ou parfois on valide avec des réserves, on voit mais quand même on sait qu'on a des évolutions, il y a des petites choses à corriger, mais quand on sait qu'on a bientôt un autre livrable où on va corriger ça, on peut se permettre d'envoyer ça en production. Du coup, tout le rituel habituel, on le garde, mais c'est juste, on sait très bien qu'on va envoyer plusieurs livrables au cours de l'année en production. Là, si vous avez eu la question, c'est quoi la différence entre cas de test et user story? Là, au niveau du recruteur ou la personne, si c'est le chef de projet ou le test manager, il essaie juste de savoir, est-ce que vous savez que de la théorie? Est-ce que vous arrivez à distinguer quand est-ce qu'on crée un cas de test et quand est-ce qu'on fait la création d'une user story? Tout simplement, vous pouvez dire que les user stories, on les crée pendant le démarrage du projet. On a des épiques et l'épique, on fait l'extraction de plusieurs user stories. L'épique, c'est la grande fonctionnalité et user story, c'est la petite fonctionnalité. L'épique et user story, c'est le papa et le fils, parents, enfants. C'est ça normalement. Par exemple, pour l'épique, on a le moyen de paiement. Juste ça, la fonctionnalité, c'est d'avoir la possibilité de payer, le moyen de paiement. Et là, par la suite, au niveau du user story, on va distinguer qu'il y a plusieurs moyens de paiement. Moyen de paiement en espèces, à la livraison. Moyen de paiement, par exemple, en PayPal. La possibilité de payer en CB et en carte bancaire. Du coup, l'épique, on l'a divisé à 3 user stories ou 4. Du coup, c'est ça les user stories. Qui peut effectuer la création des user stories, peu importe la personne, et aussi selon la nomination au niveau de la société, soit le PO, le Product Owner, soit l'AMOA ou le Business Analyst. Normalement, l'AMOA et le Business Analyst, c'est la même chose. C'est selon les nominations. L'AMOA, vous allez le trouver juste dans tout le secteur francophone et tout ça, mais en général, on dit le Business Analyst. C'est ça les personnes qui peuvent créer des user stories. Par contre, toutes les personnes peuvent travailler avec des user stories, puisqu'on a une fonctionnalité qu'on va la tester. Du coup, on va tester cette user story. Mais là, le cas de test,
c'est lorsqu'on a déjà une fonctionnalité qui est créée au niveau du user story, on a le détail de la fonctionnalité au niveau du user story, on travaille en agilité et par la suite, en se basant sur les user stories et les épiques, on peut créer les cas de test sur lesquels on va dérouler le cas de test. Du coup, qui est le premier, c'est le user story et par la suite, on peut déduire des cas de test, un ou plusieurs cas de test selon la fonctionnalité. Parce que pour une fonctionnalité de paiement en carte bancaire, on peut avoir plusieurs cas de test. Ça se peut qu'on va faire le paiement à plusieurs fois, on peut payer en une seule fois, on va payer par exemple une partie en CB, par la suite une partie avec un autre moyen de paiement. Du coup, on peut tester un cas de test, peut englober plusieurs un user story, on peut la tester en plusieurs cas de test. C'est ça. Pour faire la différence, les user story, ce sont les petites fonctionnalités qu'on a dérivées depuis les épiques et les cas de test, c'est les fonctionnalités qu'on est censé le tester. On peut, selon l'user story, on peut la découper à un ou plusieurs cas de test. Là, la question qui se pose, avez-vous déjà participé à la planification du test? Lorsque vous allez dire oui, vous allez argumenter avec des éléments. Là, ici, c'est pas pour les postes du testeur junior. On n'attend pas une personne qui n'a jamais travaillé dans le domaine du test ou une personne qui vient de faire une reconversion, qui savent de quoi il s'agit, qu'il fait la planification du test. C'est là on le fait pour les personnes qui veulent passer soit un poste de responsabilité du test manager ou carrément qui fait un petit peu de pilotage qui aide le test manager au niveau des tâches par exemple la planification, la stratégie. Oui, vous pouvez répondre si vous avez déjà eu la possibilité au niveau de la planification. Vous pouvez dire oui. Quand vous pouvez dire non, mais j'ai participé à quelques réunions qui m'ont donné une idée claire de quoi il s'agit et vous pouvez informer le recruteur de quoi il s'agit. Par rapport à la planification, on sait combien, par exemple, pour une version, on doit savoir à peu près combien de cas de test on va dérouler et aussi la priorité de chaque cas de test et on va vérifier pour combien de temps. D'accord? On sait déjà lorsqu'on va faire la planification, on a un budget. Par exemple, le client, il va nous dire, vous avez 100 cas, par exemple, 100 000 euros, par exemple, pour dérouler cette campagne de test. Et là, à mon niveau, je dois vérifier combien de cas de test, par combien de personnes. Est-ce que j'ai besoin des personnes qui sont seniors? Est-ce que j'ai besoin, par exemple, de combien de personnes le nombre? Et est-ce que, par exemple, j'ai besoin de 2 qui sont seniors et 1 junior? Tous ces éléments, je dois les noter. Et normalement, il n'y a pas mieux que de fichiers Excel pour vérifier pour faire la planification. Parce que lorsque vous faites, par exemple, un fichier Excel, vite fait, vous avez déjà le TGM de chaque personne. Lorsque vous travaillez avec une équipe, vous savez, par exemple, votre équipe, il coûte combien par jour. Par exemple, supposons j'ai 2 personnes qui sont seniors, ils sont facturés à 500 euros par jour pour le projet. Du coup, je sais pour ces personnes, c'est 1000 euros par jour. Et pour la personne qui est junior, qui vient de faire juste la reconversion, ça se peut qu'il est facturé à 350 euros la journée. Et du coup, pour moi, le calcul est rapidement fait. Et je dois inclure aussi la partie de la planification, de tout ce qui est pilotage. Pour moi, je sais que une journée de test de mon équipe, ça coûte 1350. Plus un pourcentage de la partie du test manager qui va faire le pilotage et les réunions, les bilans, tout ça. Du coup, on peut dire à peu près, on peut dire 1500. Du coup, je sais, par exemple, pour dérouler une campagne de test de 2 semaines, j'ai besoin, avec ces personnes, j'ai besoin normalement 2 semaines, c'est 10 jours ouvrables, du lundi au vendredi. Du coup, on va dire 1500 par jour, fois 10. Du coup, minimum, moi, j'ai besoin de 15 000 pour une campagne de test avec les membres de l'équipe. J'ai besoin de 15 000 euros pour dérouler ça. Par exemple, supposons que le client m'a dit que c'est une grande version et normalement, il m'a donné 100 000 euros comme budget. Et là, il m'a donné, par exemple, les spécifications et tout. Il veut qu'on le teste.
Là, déjà, je dois savoir, est-ce que, par exemple, on a dit, les 15 000 euros, c'est pour 2 semaines. À peu près, la semaine, c'est à 7 500. On va majorer à 8 000 euros la semaine du test. Et vite fait, je sais que 8 fois 10, c'est un petit peu, c'est 80 000. Et du coup, normalement, on peut faire 12 semaines de test. Si vous faites 12 fois 8, c'est à peu près les 100 000 euros. Du coup, pour moi, je sais déjà que je ne peux pas dépasser 12 semaines de test avec l'effectif que j'ai. Il sait déjà à l'avance que j'ai 2 personnes qui sont seniors et une seule personne. Au cas où il me dit non, moi je peux pas attendre les 12 semaines. Et du coup, dans ce cas, je dois vérifier. Je dois, au niveau de la planification, je dois demander en gardant toujours le même budget. Et il veut garder quand même, il veut qu'on déroule le maximum du test. On va garder le budget. Et dans ce cas, je vais voir si je peux avoir des personnes au niveau des autres projets. D'accord? Des confrères, parce que lorsqu'on travaille dans des grandes sociétés, il y a plusieurs projets. Et parfois, il y a la charge, soit qu'il est très monté dans un projet, et ça se peut qu'il y ait pour d'autres projets qui n'ont pas assez de charge, et du coup, ça se peut qu'il va me dire, oui, cette personne est capable de tester pour vous, c'est quel niveau, si par exemple j'ai besoin d'une personne senior, je vais demander une personne senior, si j'ai besoin que des profils juniors, je vais demander à mes collègues comme quoi j'ai besoin, et par la suite, je vais replanifier. D'accord? Et lorsqu'on fait la planification, on n'oublie pas notre charge parce que parfois, les personnes, ils vont estimer que les personnes qui sont face à eux, ils oublient la charge du projet, que la personne qui va faire tout ce qui est les réunions, la stratégie de test, la planification, les réunions avec le client, les convaincre, tout ça, ça prend du temps. Et normalement, on peut dire c'est 20% du projet. Déjà pour les 100 000 euros, on peut dire les 20 000 euros que pour la personne qui va piloter le projet. On peut dire les 20%. Ça se peut que vous allez dire, mais c'est beaucoup, 20 000 euros pour dérouler une campagne de test. Mais il y a des grosses fonctionnalités, il y a du travail, il y a de l'accompagnement à des personnes, il y a la charge du formation. Et parfois, il y a des personnes qui font une sous-estimation du chiffrage. Et ça, par la suite, ils se rendent compte qu'ils ont consommé le budget du client et qu'ils travaillent pour rien. C'est qu'ils travaillent gratuitement et même ces salariés, ils vont être payés par la société. Du coup, c'est comme ils ont fait une mauvaise planification du budget et une mauvaise planification du ressources allouées au projet. Et par la suite, ça se trouve qu'il y a des cas de test qui doivent être déroulés pendant 4 heures. Et la personne, elle a estimé que pour 1 heure. Et du coup, le client, il va vous dire non, moi, lorsque j'ai demandé ça, j'ai accepté un devis. Lorsque vous m'avez donné une proposition, j'ai accepté le devis, mais en contrepartie, j'attends un travail. J'attends que vous me donnez un bilan, que vous avez effectué les petits tests et sachant qu'on va faire juste pas un OK, un cas où on doit donner des illustrations, des rapports avec des captures d'écran, avec l'avancement du projet, qu'est-ce qu'on a effectué les tests qui sont OK, les tests qui sont cas ou les anomalies qu'on a créées, tout ça, ça chiffre. Et c'est pour cela que vous allez voir que rapidement, 100 000 euros au niveau du code ou 100 000 euros au niveau du test, il se consomme rapidement, on consomme rapidement les budgets et c'est pour cela, lorsque la personne vous demande est-ce que déjà vous avez participé à la planification, pour savoir, parce que c'est une étape qui est cruciale au niveau du projet, lorsque vous faites la planification, je préfère que vous estimez trop, que vous dites que j'ai estimé trop pour ces cas de test et par la suite, quand même vous aurez du temps, du budget et tout, que vous faire une sous-estimation, comme quoi juste vous savez pas ou c'est juste vous avez fait une référence par rapport à un projet qui était plus simple que la campagne que vous avez en cours et du coup vous avez consommé rapidement le budget et vous trouvez face à des personnes qui sont normalement planifiées, qui doivent travailler pour vous pendant quelques semaines et vous avez déjà consommé le budget. Et vous serez dans un problème et vous serez alerté par la direction, le directeur du projet, comme quoi vous avez consommé le budget et on voit que vous travaillez gratuitement. C'est ça
où vous devez faire attention. Mais lorsque vous avez les questions au niveau des entretiens, ça, c'est que les conseils que je vous donne, c'est lorsque vous allez travailler, lorsque vous faites la planification, il faut faire attention au budget, aux personnes. Il faut pas trop demander de personnes dont vous n'avez pas besoin. Et il faut surtout pas travailler qu'avec deux personnes dont vous n'avez besoin de plusieurs. Il faut toujours vérifier que lorsque vous avez besoin de personnes, il faut demander soit de faire un recrutement si vous savez que vous avez le besoin tout le temps. Si vous avez un besoin juste périodique, c'est mieux de demander à d'autres projets. Si vous pouvez avoir une personne qui travaille avec vous au niveau de votre projet pour quelque temps. Mais là, pour passer votre entretien, il faut informer le recruteur ou le chef de projet comme quoi vous savez de quoi il s'agit, vous savez le risque qu'on a si on n'arrive pas à bien planifier, soit les ressources, soit le budget, soit carrément au niveau du deadline. On peut pas informer le client que, par exemple, demain vous aurez la version testée et on n'est même pas capable, on sait même pas si on arrive à installer les environnements avec les bonnes conditions du test et tout. Du coup, c'est mieux d'avoir la planification à l'avance, de savoir de quoi il s'agit avant d'annoncer des informations au client et avant de signer le devis avant le démarrage de la campagne de test. Si vous avez postulé pour un poste de concepteur de test ou un poste où il y a de la conception de test, c'est clair, on va essayer de comprendre comment vous faites pour la conception de vos cas de test. Vous basez sur quoi, comment vous faites vos rituels quotidiens lorsque vous faites de la conception de test. Et s'il y a deux possibilités, soit que vous avez déjà effectué de la conception de test, du coup pour vous c'est pas une magie, vous allez juste décrire une journée type, comment vous faites lorsque vous avez de la conception du test. Pour les personnes qui n'ont jamais travaillé au niveau de la conception, c'est mieux quand même de s'entraîner au niveau d'un outil de test. Comme ça, vous pouvez avoir une idée comment on fait, comment on crée. C'est juste pour avoir de l'habitude de faire la conception. Mais pour vous dire, c'est pas difficile, mais c'est mieux de pratiquer déjà sur un outil. Comme ça, vous aurez déjà les premières bases pour effectuer la conception du test. Comment on fait la conception du test et sur quel outil? On va répondre à la deuxième partie. Avec quel outil? Vous pouvez travailler avec n'importe quel outil. Même il y a des sociétés qui travaillent avec Excel. Vous pouvez juste faire 3 colonnes sur Excel. Par exemple, là où il y a le résultat. Par exemple, les étapes du test. Deuxième colonne, c'est pour le résultat attendu. Et le troisième colonne, c'est pour le résultat obtenu. Et là, par la suite, vous pouvez travailler avec des outils qui sont professionnels, qui sont utilisés dans les sociétés, tels que TestLink, tels que SquashTM. Mais pour vous dire, les outils, c'est pas un blocage. Il suffit de comprendre, de savoir comment on fait la conception. Déjà, pour faire la conception, il y a deux choix. Soit au niveau de votre société, vous avez déjà les spécifications fonctionnelles. Du coup, on se base sur ces spécifications fonctionnelles pour faire la conception de nos cas de test. Soit on travaille 100% full agilité et du coup, on va travailler avec des epics et des user stories. Dans la majorité des cas, les epics et dans les user stories, on le fait dans Jira. Ça, c'est dans la majorité de sociétés. Il utilise Jira comme il est très simple et il est fait pour tout ce qui est agilité. Du coup, là maintenant, on a dit qu'on a deux choix. Soit les spécifications, c'est un grand livre où il y a plusieurs pages où on a tous les détails. Par exemple, pour l'authentification, vous aurez tous les détails. Est-ce que lorsqu'on va cliquer sur un bouton, qu'est-ce qu'on aura lorsqu'on va taper un identifiant? Et lorsqu'on tape un mot de passe, lorsqu'on va cliquer sur le bouton OK, qu'est-ce qu'on a? Et en cas de problème, c'est quoi le message d'erreur qui doit s'afficher? Et du coup, je dois me baser sur ça pour écrire mes cas de test. Il y a deux types de sociétés. Soit il y a des sociétés qui vont faire des phrases simples, juste par exemple, cliquer sur le bouton authentification, saisir le nom, saisir le mot de passe, ou il y a des sociétés qui travaillent toujours, on s'appelle du mode agile. C'est comme lorsqu'on crée les user stories, on doit faire en tant que, par exemple, je dois mentionner pour l'authentification, je dois mentionner en tant que client, je dois saisir un identifiant
et je dois saisir un mot de passe et par la suite appuyer sur le bouton login pour s'authentifier. Du coup, on fait tout ça, on commence toujours avec en tant que et plus le type. Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un fournisseur? Est-ce que carrément l'utilisateur? Est-ce que un modérateur au niveau de l'application? Du coup, on mentionne toujours en tant que plus soit client, par exemple en tant que client. Et là, je vais mentionner, je peux accéder, je peux me connecter à l'interface. Et par la suite, on va mentionner en cliquant avec sur le champ nom. Par la suite, saisir le nom. Et par la suite, en tant que, là, je dois cliquer sur le mot de passe. Par la suite, on va saisir le mot de passe. Au niveau de résultats souhaités, je dois mentionner comme quoi je peux saisir un identifiant. Au niveau pour la deuxième étape, je peux saisir un mot de passe. Et par la suite, lorsque je clique sur login, je dois accéder. Et là, pour le cas inverse, lorsque je fais un identifiant, soit erroné, soit le mot de passe qui est erroné ou les deux, normalement, je dois avoir un message d'erreur. Le message que je dois mentionner au niveau de mes cas de test que je suis en train de concevoir, il doit être mentionné soit au niveau des spécifications, soit au niveau du user story. C'est pas à moi d'inventer le message d'erreur qui va être affiché. Du coup, on se base impérativement soit sur les spécifications fonctionnelles, soit sur les user stories et les épiques. Si je ne trouve pas une information sur les spécifications fonctionnelles ou j'ai des doutes parce que je vois qu'il y a qu'une fonctionnalité est contradictoire avec une autre, soit que je contacte, si on a on contacte direct, ou je passe par mon test manager, je l'informe et on informe le AMOA ou le business analyst. L'AMOA et le business analyst, c'est juste, ils font les mêmes tâches, c'est juste la nomination qui se diffère d'une société à une autre. Et pour la majorité, vous allez trouver le nom business analyst, parce que même il est utilisé dans tout ce qui est anglophone. Et l'AMOA, vous allez trouver que dans les sociétés qui sont francophones. Du coup, vous allez se rediriger vers soit votre BA, soit votre AMOA pour clarifier cette fonctionnalité. Vous allez demander que pour vous, cette fonctionnalité n'est pas claire et vous devez concevoir votre cas de test et vous voulez faire les étapes comme il faut. Du coup, pour cela, il va clarifier le point et ça se peut qu'il va trouver qu'il a fait des erreurs au niveau des spécifications ou au niveau du user story et doit les corriger et par la suite, il doit livrer une nouvelle version des spécifications ou quand même juste, il va vous informer, mais il doit impérativement corriger ça au niveau des spécifications parce que pour nous, la référence, c'est les spécifications. Parce que si un testeur, il fait le test, il constate qu'il y a une anomalie. Par exemple, j'ai déroulé mon cas de test comme vous avez conçu ce cas de test. Je vais l'exécuter. Lorsque je dis que c'est cas, je dois me baser sur les spécifications fonctionnelles. Du coup, ce que vous avez conçu, je dois trouver qu'il est identique avec les spécifications. Parce que sinon, lorsque je crée une anomalie, ça se peut que le développeur, il va me dire non, ça, il n'est pas mentionné dans les spécifications, c'est un refus, c'est pas une anomalie et ça impacte la productivité au niveau de l'équipe du test. Parce que lorsque vous créez une anomalie, c'est vraiment une anomalie, vous ne devez pas créer des faux positifs. Les faux positifs, c'est une anomalie liée juste soit à l'environnement, mais vraiment, c'est pas une anomalie que vous allez trouver en production. Soit vous avez mal compris le process et du coup, pour vous, c'est une anomalie, mais lorsque vous envoyez, ils vont clarifier pour vous comme quoi c'est pas une anomalie. Du coup, vous devez faire de la vigilance avant de créer une anomalie. Et aussi, le concepteur, lorsqu'il crée le cas de test, il doit faire attention comme quoi il y a d'autres personnes qui vont effectuer l'exécution et pour eux, le cas qui est conçu doit être clair, simple et maximum de détails. Parce que parfois, qu'est-ce qu'on nous arrive? Surtout pour les personnes qui ont un niveau d'expert ou qui ont déjà travaillé dans une société pour plusieurs années, parfois ils zappent des étapes. Par exemple, il ne va pas mentionner qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous recherchez une information au niveau de la base de données. Pour lui, c'est clair. Il a acquis pas mal de l'expérience. Du coup, pour lui, c'est pas très difficile. Mais nous, lorsqu'on fait la conception du test, on doit se mettre à la personne comme quoi, on doit se mettre à la place d'une personne qui est junior, qui n'a jamais travaillé dans notre société ou n'a jamais travaillé dans le test. Du coup, on doit donner des étapes qui sont claires. Appuyez sur ce bouton, vous devez trouver ce résultat. Cliquez sur cette page, par la suite, appuyez sur l'onglet X
Appuyez sur ça et par la suite, vous allez trouver une information. Au cas où il doit comparer cette information qu'on le trouve sur une interface avec ce qui est mentionné sur la base de données, vous devez donner plus d'indications. Essayez d'aller sur la base de données du sujet X et qui se trouve dans le schéma ça. Comme ça, vous clarifiez les détails et comme ça, l'exécuteur ne prend pas beaucoup de temps pour comprendre votre cas de test. On évite les va-et-vient, les questions et tout ça, comment je vais exécuter ce cas de test. Parce que normalement, le temps d'exécution au niveau du chiffrage est moins que le temps de la conception. Du coup, lorsque vous faites la conception, pensez à verrouiller tous les points, faire face comme quoi que la personne qui va exécuter votre cas de test novice ne travaille pas dans la société, il vient d'intégrer la société. Du coup, pour lui, il ne doit pas chercher, prendre beaucoup de temps pour comprendre le process. Certes, parfois, pendant la recette, lorsqu'on va faire la recette avec le client, on va concevoir des cas de test qui n'ont pas beaucoup de détails techniques parce qu'on est face à un client. On est face à un amoureux et tous un chef de projet qui n'ont pas censé de comprendre tout le process technique et du coup même pendant la recette on va demander que des personnes qui ont de l'expérience de participer. Comme ça, lorsqu'on effectue les tests devant le client, on va pas prendre du temps, on va pas poser des questions parce qu'on ne doit pas mentionner au client qu'on prend beaucoup de temps pour effectuer les tests. Ça se peut pour lui et un signe que l'application n'est pas claire, n'est pas intuitif. C'est pour cela on propose toujours que les personnes qui vont participer à la recette, des personnes qui ont de l'expérience. Du coup, lorsque vous faites la conception d'une campagne de test où vous savez très bien que les personnes qui vont l'exécuter, vous pouvez mentionner tous les détails nécessaires. Si par exemple, on sait que les personnes qui vont travailler, qui vont exécuter ce type de campagne de test, par exemple que la recette, ils sont des personnes qui ont de l'expérience, ils ont de l'expertise au niveau du métier, dans ce cas, on peut échapper quelques étapes où il y a beaucoup de détails qui sont pour vous ou pour l'ensemble d'équipe, que c'est des étapes inutiles et on sait le process, on sait comment ça fonctionne. Ça, je le dis parce que pour voir, parfois, les personnes qui travaillent que dans des sites web, des applications mobiles, pour eux, c'est très simple. Lorsque vous travaillez dans des applications, dans des sujets qui sont très complexes, surtout par exemple des équipements, les systèmes embarqués, des sujets critiques de tout ce qui concerne l'État, par exemple le système public, c'est très difficile, il y a des lois, il y a un système très complexe. Du coup, il faut simplifier la tâche afin que la personne qui va exécuter le programme, il va effectuer le test, il ne trouve pas des difficultés, ça va être pour lui très simple. Du coup, pour répondre à la question et on donne des réponses qui sont claires et on est sûr de la bonne réponse, vous pouvez informer le recruteur si vous avez déjà travaillé au niveau de la conception du test. Oui, j'ai déjà effectué la conception du test et je fais soit que j'ai travaillé en agilité. Du coup, je vais vous donner la première réponse. J'ai travaillé en agilité. Du coup, je me base sur les épiques qui sont déjà découpés à des user stories. Normalement, j'ai déjà des user stories qui sont listés pour cette campagne de test et je me base sur ces user stories pour effectuer mes cas de test. Je vais essayer de découper, je découpe mes user stories à des étapes où je note toutes les étapes nécessaires pour simplifier la tâche à la personne qui va exécuter les cas de test. Et aussi, je mentionne le résultat attendu en se basant sur les user stories. Et par la suite, je laisse un champ pour les résultats obtenu. Lorsque l'exécuteur va exécuter le cas de test, il peut mentionner le résultat obtenu. Si je travaille avec un fichier Excel, c'est à moi de mentionner cette colonne. Si je travaille déjà sur un outil dédié pour la conception du test sur TestLink ou SquareCM ou HPALM, on a déjà à la base les colonnes, ils sont déjà prédéfinies. Du coup, pour moi, je remplis juste les étapes et je remplis le résultat souhaité. Et là, par la suite, ça se peut que vous avez déjà travaillé avec les méthodes où on a les spécifications fonctionnelles. Vous pouvez répondre de la même manière, juste en remplaçant les user stories avec des spécifications fonctionnelles. Vous pouvez informer le recruteur, oui, je fais la conception du test en se basant sur les spécifications fonctionnelles.
Au niveau des stratégies, on a déjà des exigences qui sont prédéfinies pour la campagne de test. Et du coup, pour faire simple, j'ai l'exigence et je retourne, je vois la partie concernée par cette exigence au niveau des spécifications fonctionnelles. Je me base sur tous les détails nécessaires afin de découper ça à un ou plusieurs cas de test. Et lorsque je crée le cas de test, je mentionne toutes les étapes pour simplifier la tâche à la personne qui va exécuter la campagne de test. Et par la suite, je mentionne les résultats attendus. Lorsque la personne va exécuter le programme, qu'est-ce qu'il est censé trouver comme résultat. Comme ça, je mentionne tous les détails avec le résultat obtenu. Du coup, c'est un petit peu la même chose, c'est juste la conception. Avec le système, il y a de l'agilité. On se base sur les épiques qui sont découpés à des user stories. Et lorsqu'on a le système avec les spécifications fonctionnelles, on a les spécifications fonctionnelles où on a les fonctionnalités, ils sont mentionnés avec des exigences. On a par exemple le titre de la fonctionnalité avec c'est l'exigence X, le nom, et par la suite on a le détail dans une partie, on a toutes les fonctionnalités nécessaires, les étapes, les messages d'erreur, qu'est-ce qu'on a si on a le comportement habituel et qu'est-ce qu'on aura comme message d'erreur si on a des messages, des messages d'erreur ou lorsqu'on tape pas un identifiant comme il faut, qu'est-ce qu'on est censé avoir. Tout ça, c'est mentionné dans des paragraphes bien détaillés dans les spécifications. Et si vous travaillez avec des user stories, vous aurez des petites fonctionnalités et chaque fonctionnalité, on sait à la base tous les détails nécessaires dans les user stories. Du coup, vous pouvez répondre parce qu'actuellement, il y a toujours des personnes qui travaillent avec les spécifications fonctionnelles. Du coup, vous devez censé comprendre les deux, soit avec l'agilité à 100%, soit toujours avec les spécifications fonctionnelles. Là, si vous avez eu la question, c'est quoi la différence entre un snapshot et une release? Tout simplement, si vous avez eu cette question, c'est pour savoir est-ce que déjà vous avez travaillé en intégration, est-ce que vous avez déjà effectué les tests fonctionnels, est-ce que vous savez qui fait quoi, qui teste les releases, qui teste les snapshots. Normalement, pour faire simple, on va faire appel aux définitions. Snapshot, normalement, c'est une fonctionnalité ou quelques fonctionnalités. Par exemple, on a constaté une anomalie. Le développeur, on a envoyé l'anomalie à l'équipe développement et le développement a effectué l'analyse, a corrigé l'anomalie. Comme on a dit toujours, il y a les tests unitaires, c'est des petits blocs de code et par la suite, il y a les tests d'intégration. Les tests d'intégration, c'est l'assemblage de plusieurs fonctionnalités. C'est là, normalement, le développeur va envoyer au développeur ou le responsable du développement va envoyer une snapshot. Snapshot, c'est une petite version où il y a une à deux fonctionnalités. Il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Et par la suite, la personne qui fait l'intégration va effectuer le test de cette version, de cette fonctionnalité. C'est là où on parle de snapshot. Là, lorsqu'on parle d'une release, c'est l'ensemble d'une version. Là, c'est là où on va effectuer les tests de confirmation et les tests de régression. Lorsqu'on parle d'une release, on a déjà eu l'anomalie, elle était déjà corrigée auprès de l'équipe de développement. Et là, il a effectué, ça se peut qu'il y a que les anomalies, il y a plusieurs fonctionnalités, et du coup, ils ont fait carrément la version finale. Comme c'est la version qu'on va envoyer en production. C'est là où il y a le release. Normalement, c'est plus grande avec plus de fonctionnalités que le snapshot. Mais c'est ça, le snapshot, c'est que pour l'équipe d'intégration. Et le release, c'est une version qu'on peut dire isopro qui correspond à ce qu'on a en production. Et il a plusieurs fonctionnalités. Lorsqu'on teste les snapshots, on teste la fonctionnalité où on a eu le problème. Et lorsqu'on teste les releases, on fait les tests de confirmation, c'est-à-dire on teste les fonctionnalités où on a eu les anomalies. Et par la suite, on effectue aussi les tests de non-régression. Au cas où le recruteur vous pose d'autres questions, est-ce que vous avez déjà pu effectuer les tests sur les snapshots et sur les releases? Il n'y a pas de magie entre les deux.
c'est juste Snapchat, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas une version complète, il n'y a pas beaucoup de fonctionnalités. Et là, on n'est pas censé de faire les TNR, on fait pas les tests de non-régression. Et pour les versions, là où il y a les testeurs fonctionnels, normalement, vous allez avoir une grosse version avec plus de fonctionnalités. Vous allez effectuer beaucoup de tests et vous, par la suite, lorsque vous passez les tests de confirmation, vos cas de test, vous êtes censé de passer aussi les TNR, les tests de non-régression, pour savoir est-ce qu'on peut envoyer cette version en production ou pas. C'est ça la différence. Et pour faire au niveau des cas de test, parfois il y a des personnes qui me demandent combien de cas de test. Il n'y a pas un nombre exact pour une campagne de test, c'est selon les fonctionnalités. Et pour une release, combien on doit avoir de fonctionnalités à tester? Non, il n'y a pas un nombre exact. C'est selon le projet sur lequel vous travaillez, selon les sprints, selon les anomalies qu'on a détectées et qui sont corrigées. Et par la suite, on a eu une version qui corrige les anomalies qu'on a détectées. Du coup, ça dépend de plusieurs choses, mais c'est juste, il faut prendre en considération que les snapshots, normalement, ils sont faits par les personnes qui vont faire l'intégration et ils relisent les testeurs fonctionnels qui vont tester l'ensemble de l'application avant de l'envoyer en production. Si vous voulez s'inscrire à la formation, de la laisser comme référence pour vous pendant vos entretiens ou même pour passer d'un poste à un autre, vous pouvez cliquer sur le lien que vous allez trouver en description, sachant que j'ai mis à jour tout le temps mes formations pour qu'on soit au courant de l'actualité du marché d'emploi. C'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas de liker et de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Bonne journée.